auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour ce 37e podcast. Premier podcast de l'année 2022, donc ça nous permet, toute l'équipe, de vous souhaiter une très joyeuse année 2022. J'espère qu'elle sera meilleure que 2021, meilleure que 2020. Et pour ce début d'année 2022, on va faire un petit flashback vers l'année 2021 parce que comme l'année dernière, on a décidé de continuer cette tradition et de faire nos petits Golasso Awards 2021. Donc contrairement à nos lauréats de fin de saison qui sont généralement plus portés sur la première division portugaise, la Liga NOS l'année dernière et la Liga B-Win depuis, les Golasso Awards c'est plus international, c'est les Golasso ouverts sur le monde et c'est Golasso sur tous les championnats, dont le championnat portugais, mais tous les championnats dans le monde pour élire. Donc l'année dernière on avait élu le meilleur entraîneur et le meilleur joueur, donc c'est un certain Luis Castro et un certain Bruno Fernandes qui avaient gagné ces deux titres. On a décidé de rajouter un award cette année avec le titre de meilleur joueur de U21, donc né en dessous de l'année 1999. Et pour m'accompagner ce soir parce qu'on enregistre ce soir, Alex, comment tu vas? Salut Mathieu, salut tout le monde, ça va? Bonne année à tous, on espère surtout la santé dans cette période compliquée. Puis ouais, voilà, heureux de revenir sur Discord et de faire ce Golasso Awards. Ouais, mais pour un podcast. C'est un podcast. Ouais, c'est un podcast. C'est quand même, Discord reste quelque chose d'intéressant pour enregistrer des podcasts. C'est pratique. Et on a avec nous aussi Dany. Dany, comment vas-tu? Très bien, et toi Mathieu? Très bien, on enregistre après ma frayeur, étant donné que Carvalhal reste bien à Braga mais a failli partir, donc il va partir un jour ou l'autre, hein, mais il faut qu'on fasse à l'idée. Hein. Mais non, moi ça va, toi ça va, tu fais des choses sur le Discord. J'ai envie de faire la promotion de ton Discord, tu l'as pris en main, notre Discord communautaire. C'était intéressant hier, donc voilà. Si tu peut-être que j'en parle un peu. Parle-en un petit peu, ou à la fin, comme tu veux, mais fais ta promo tout de suite. J'essaie de relancer un peu notre Discord communautaire où ça nous servira. Enfin, moi, je vais m'occuper surtout de la partie Benfica où j'essaierai de mettre de l'actu chaque jour, de rendre le truc un peu plus vivant. Et au moins dans la semaine, une fois ou deux, d'essayer de venir dessus, de faire un chat vocal où on parlerait de l'actualité et on essaierait de débattre par la suite. On l'a fait hier. Donc ça s'est plutôt bien passé, les gens ont bien aimé, donc j'espère que de plus en plus on aura du monde dessus. Ça nous permettra aussi d'être peut-être des fois un peu plus spécialisé sur un club, contrairement au moment où on fait nos podcasts ou nos émissions, on parle un peu plus de l'actu en général et non pas précisément d'un club, et ça peut, certaines personnes peuvent apprécier aussi ce côté-là. Super Dany, super promo. Et on va commencer, donc parce qu'il faut bien commencer. Donc on a décidé de commencer par notre nouveau trophée, le trophée du meilleur espoir de la saison. On a fait un top 3 à chaque fois, on vous délivre le top 3 à chaque fois. Le troisième, c'est Gonçalo Ignacio, qui est à égalité avec le deuxième, mais c'est vrai que le deuxième a été élu plus de fois premier dans notre classement, dans le top 3 de l'équipe de Golasso, puisque on le rappelle, c'est que l'équipe de Golasso qui a voté, qui a fait son top 3 à chaque fois, on a comptabilisé les votes. Gonçalo Ignacio, champion avec le Sporting, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec le Sporting, vainqueur de la Super Coupe, membre important, très important du titre du Sporting la saison dernière. J'ai envie de commencer par toi, Alex, parce qu'il me semble que tu l'as mis un peu plus haut, si je me trompe pas. Moi j'ai mis beaucoup plus haut même. Ouais. Donc j'ai envie de commencer par toi, par rapport à la saison de ce jeune homme qui représente quand même l'avenir à un poste. On a souvent évoqué qu'il y a un poste de défenseur central en sélection qui a un peu plus de mal ces dernières années. Lui représente quand même un sacré avenir. Ouais, clairement. Après, pour rappeler un peu les règles, on s'était dit qu'on s'arrêtait au 99. On n'est pas allé jusqu'au 98 parce que ça faisait un peu trop âgé déjà. Et bon, voilà, si on arrive 98, je pense que évidemment Pote aurait gagné. Mais après, pour revenir sur Gonzalo Ignacio, moi je l'ai mis premier parce que en fait, je me suis basé sur l'année civile 2021 et il a été tout simplement irréprochable. Il a gagné sa place au fur et à mesure. Il commence la saison sur le banc, c'est Neto qui est titulaire. Puis voilà, il gagne sa place tout naturellement parce qu'il a une qualité de relance indispensable pour le projet de jeu d'Amorim. Défensivement, c'est très solide, il est rapide, il est solide dans les duels. Voilà, c'est un défenseur qui n'était pas très connu au sein du centre de formation il y a quelques années. C'était surtout Eduardo Quaresma.
C'est Eduardo Quaresma d'ailleurs qui est titulaire au tout début de l'ère Amorim. Et Gonzalo Inacio joue avec la U19, hein, donc il fait U19 équipe A quasiment directement. Il passe quasiment pas par U23 et encore moins par la B. Donc voilà, c'est une progression constante, linéaire et c'est un 2001 et il a tout d'être un futur grand, d'être un patron de ce Sporting-là, de même la sélection. Parce qu'en plus, voilà, il joue axe droit, lui le gaucher, et ça n'a pas l'air de le déranger, au contraire, il trouve des diagonales incroyables. Voilà, c'est typiquement le défenseur complet qui est jeune et qui progresse. Donc voilà, ça risque d'être un futur très grand et je pense que le Sporting fera encore une grosse affaire avec lui. Dany, je me souviens plus exactement de tes votes, désolé, je sais plus où tu as mis Gonzalo Inacio, je sais pas si tu as mis Gonzalo Inacio, mais je voulais juste rappeler que Inacio démontre qu'on peut être gaucher et évoluer central droit. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé à Benfica de ce poste-là, en sachant que, voilà, que si tu as un très bon joueur comme Gonzalo Inacio, tu peux arriver quand même à t'imposer et à faire des choses intéressantes, même dans un poste qui est un peu conventionnel il faut mettre un droitier à droite et un gaucher à gauche dans ses défenses à 3. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu penses de la saison de Gonzalo Inacio? De l'année de Gonzalo Inacio. Dans mon intro, je comptais en parler, donc tu le fais avant moi, donc parfait. L'autre chose que je peux dire, c'est qu'on peut également du coup passer de la case U19 à l'équipe A sans faire ses matchs en B et du coup être bon. Après, on verra s'il aura une période moins bonne, mais moi, excepté le match contre Braga ou peut-être d'autres matchs où il est passé au travers l'année dernière, j'ai pas d'autres souvenirs. Mais moi, je trouve que voilà, c'est une belle surprise, comme l'a dit Alex. Je pense qu'au début, même du côté du Sporting, on s'attendait à voir Eduardo Quaresma. Lui n'a pas confirmé. Gonzalo Inacio confirme, mais fait preuve d'une maturité. Et pour moi, il est le prototype même du défenseur moderne. Très bon à la relance, très bonne vision de jeu, anticipation. Et voilà, non, je pense que c'est un joueur qui nous fera aussi du bien en sélection. Et c'était pas mon premier vote, pour le coup. C'était, il me semble, le deuxième. Le premier étant, vous verrez. Hein. Pour pas spoil, mais non, du coup, je pense que le Sporting tient là une bonne promesse et je pense que ça va vite devenir un joueur confirmé. Pour moi, à la fin de cette saison, on parlera même d'un joueur qui sera déjà potentiellement un cadre parce que ça fera déjà deux saisons. Donc pour moi, non, je pense qu'il mérite d'être dans ce classement et je pense qu'on retrouvera très vite. En sélection, il avait déjà été appelé d'ailleurs une première fois, mais il avait eu le Covid, si je dis pas de bêtises, en septembre. Donc du coup, ça a été retardé, mais je pense que ça va arriver très vite parce que je ne vois pas de meilleur que lui à son âge et voilà, donc ça nous fera du bien en sélection également. Entièrement d'accord. Moi, c'était mon deuxième choix, Gonzalo Inacio. Donc vous verrez les premiers et troisième, mais tout à fait d'accord avec vous. Déjà, je trouve qu'avoir un défenseur central dans des défenses à 3 qui sont tellement popularisées maintenant, avoir un défenseur central qui est capable de jouer aux 3 positions, c'est quand même vraiment assez fort, très très fort même. Limite le voir, libéraux, c'est-à-dire le central entre les centraux, à la poste de Coates aujourd'hui, je trouve qu'il est aussi, les quelques fois où il a joué était assez monstrueux à ce poste, même dans la relance. C'est-à-dire que voilà, généralement on met les relanceurs sur les côtés pour être un peu plus proche des créatifs, même lui avec ça. Alex l'a bien répété avec ses transversales et sa qualité de jeu long, dans n'importe quelle position il arrive à être sacrément costaud et je pense toujours que s'il n'avait pas été blessé face à l'Ajax lors du match aller, le Sporting aurait quand même perdu, mais peut-être un peu moins parce que quand tu le perds sur blessure au bout de 15 minutes de jeu, ça a été en ayant déjà pas Coates, c'était vraiment le coup de grâce. Et on l'a élu lors de notre podcast pendant, je sais plus, l'année dernière, Alex, meilleur joueur 2001 formé au Sporting. Ouais. Mais c'est totalement mérité et on récompense encore Gonzalo Inacio. Passons au numéro 2, à moins que vous ayez quelque chose encore à ajouter pour ce jeune homme. Sinon on passe à un autre jeune homme. On a été complet. Vas-y Alex. Ouais, non, au dehors de l'aspect football, je sens que c'est un garçon qui a la tête toute faite et pas ronde et qui est très intelligent, même dans sa communication. Tu sens vraiment il a vraiment le prototype du futur grand parce que dans la tête, il y a son entourage qui est correct. Lui, il en fait pas des caisses, tu l'entends très peu.
Et c'est vraiment agréable et tu sens vraiment qu'il a tout pour aller très loin, quoi. Pour te compléter, Alex, je voulais le dire, mais tu fais bien d'en parler. J'aime bien les comparaisons et j'aime bien souvent les comparer aux joueurs qui sont passés chez nous. Il me rappelle beaucoup Ruben Dias dans cet aspect-là. Sans parler de ce qui se passe sur le terrain, vraiment en dehors. Et même dans sa mentalité, il me rappelle beaucoup Ruben Dias. Donc, je pense aussi que ça peut devenir vite un leader. C'est pour ça que j'ai parlé de cadre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'il reflète à ce niveau-là. Et même physiquement. On le voit à l'écran. Enfin, vous voyez pas, mais c'est vrai que au niveau du visage, il y a une ressemblance. Voilà, c'était mon instant visio. Sans transition, numéro 2, donc, pour cette rubrique, les garçons, c'est un joueur qui fait beaucoup parler ces dernières semaines, mais qui a finalement fait beaucoup parler depuis quelques mois, après son Euro U21 franchement réussi, c'est Vitinha, Vitor Ferreira. Vous commencez tous à le connaître. On a fait un podcast il y a longtemps, Alex. Je crois que c'était avant la pandémie, donc ça fait longtemps. Sur Vitinha, lorsqu'il est arrivé en équipe première de Porto. Il commençait déjà à jouer pas mal en B. Depuis, c'est vrai, cette parenthèse Wolverhampton qui a pas forcément impacté finalement son niveau, parce qu'on l'a vu en sélection U21, notamment donc à l'Euro, donc cette Euro divisé en deux en mars, puis en juin, et maintenant depuis son retour surprenant au FC Porto cette saison, mais ça continue. Voilà, il est jeune, il est formé au club et il a quand même réussi à s'imposer dans le 11 de Conceição. Alors, on avait déjà dit un peu à l'époque que c'était peut-être l'un des jeunes qui plaisait le plus à Conceição, vraiment, et que je pense que toujours que son départ aux Wolves n'était pas de souffler et qu'il n'était pas forcément d'accord pour son départ. Mais le voilà de retour, 6 mois après son retour au FC Porto, il s'impose. Désolé Dani, mais il a fait 2 très grands matchs face à vous, notamment le match en coupe où il marque. Qui l'a mis premier entre vous deux, je sais plus. Moi j'ai mis troisième, il me semble. Tu as mis troisième, Alex. Tu as mis premier? J'ai mis troisième, moi. Troisième. Bon, bah, il a fini tous les deux, il a fini troisième. Mais je vais quand même lancer d'abord Alex sur Vitinha, sur sa progression, sur son début de saison. Lâche-nous tout le bonheur que tu portes pour ce joueur. Ah, j'adore. Je pense qu'on l'adore tous, hein, pas peut-être par Dani, parce que forcément, il joue dans le club Dani. Et forcément, tu apprécies moins quand un joueur il joue. Tu m'en as entendu parler avant. Enfin, tu sais, j'apprécie beaucoup le joueur, mais malheureusement là, c'est pas pareil, quoi. Tu apprécieras plus quand il sera en dehors de Porto. C'est ça. Bah, l'Euro, j'ai apprécié, Wolverhampton, j'ai apprécié, même s'il y avait peu de choses, mais on attend qu'il parte, quoi. C'est ça, non, mais c'est voilà, deuxième de ce classement. Moi, je l'ai mis troisième parce que, pareil, je me suis fié sur l'année civile 2021. On peut pas dire qu'à Wolverhampton, ça a été une grosse réussite. Il a fait qu'un match, mais quel match contre West Ham, si je dis pas de bêtises, ou je sais plus. Il avait fait un gros match en première ligue. Il fait la talonnade là. Ouais, je sais plus. C'était un match où il faudrait que je retrouve, mais il a été exceptionnel. Mais voilà, on peut pas dire que sa saison à Wolverhampton fut vraiment réussi. Mathieu l'a dit, c'était une véritable surprise de le fait qu'il n'ait pas l'option, parce qu'elle était que de 20 millions. Moi, je pensais vraiment, tout le monde pensait qu'ils allaient à lever. Manifestement, non. Et je pense qu'ils sont en train de se mordre les doigts, parce que la demi-saison qu'a fait Vitinha, et pareil, il a gagné sa place au fur et à mesure parce qu'il a trop de qualité, quoi. Enfin, on avait parlé un peu en studio. C'est un joueur qui te permet de ressortir le ballon proprement. C'est un joueur qui ne perd pas le ballon. Et en plus de ça, c'est un joueur qui te casse des lignes, qui te provoque des occasions, qui crée des choses. Il y a eu au journal au jour, je crois, qui a sorti toutes les stats qui prouvent comme quoi c'est le meilleur milieu de Porto, tout simplement, parce qu'il sait tout faire. Il avait un axe de progression, c'était le jeu sans ballon. Il a l'air d'avoir progressé là-dessus en première ligue et surtout avec Conceição. Le joueur qui récupère le plus de ballons, c'est le joueur qui parcourt le plus de kilomètres. Donc voilà, quand t'as un joueur allie une qualité technique, balle au pied, et en plus qu'il est très bon sans ballon, ça en fait un super joueur. Et Vitinha est un super joueur, devient un joueur complet, pareil, c'est un 2000, donc très jeune. Et pareil, ça sera le futur de notre sélection. Je pense que s'il continue comme ça, il sera appelé en mars. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est indispensable au FC Porto. Indispensable, et quand tu es indispensable au sein d'une grosse équipe portugaise, forcément, tu postules à être en sélection. Donc voilà, on a la chance d'avoir ce type de joueur au Portugal, donc il faut qu'on en profite parce que c'est vraiment agréable de le voir jouer. Et on allume la télé pour ce genre de joueur et on paye des billets très chers pour ce genre de joueur aussi.
On a failli le rater surtout, parce qu'il a failli ne pas revenir au FC Porto. Mais c'est tout à fait raison, Alex, sur le côté qu'on doit les voir en première division et on doit les voir sous les couleurs de leur club formateur. Tu m'as aussi enlevé ma transition parce que pour moi en mars, il y sera, enfin j'espère, pour genre de profil finalement qu'on n'a pas tant que ça en tant que milieu défensif aujourd'hui, si on considère encore William Carvalho comme un 8, encore. Donc pourquoi pas, ça fera beaucoup de milieux défensifs, hein. Il va en appeler 6-7, hein. Il faut face à l'Italie, si on n'est pas encore qualifié, hein. Après Mathieu, vas-y. Voilà, aujourd'hui on va choisir en mars, on se projette un peu. Vitinha, c'est à peu près le même profil de jeu que João Mario. Aujourd'hui, je pense que n'importe qui préfère prendre un Vitinha qui a plus d'avenir et qui surtout est tout simplement meilleur. Je pense que Dani sera d'accord avec moi aussi, qu'un João Mario qui comme tu l'as dit si bien, c'est le passé, quoi. Oui, mais João Mario a gagné l'Euro, c'est ça le problème. J'allais dire n'importe qui, sauf Jean Mario. Sauf Monsieur Santos. Ah non, oui, sauf Monsieur Santos. Enfin, si du coup ça peut servir de transition pour moi, je ne pense pas qu'on. Moi j'aimerais le voir en mars, mais si Jean Mario enchaîne, je pense qu'il le prendra plus lui. Ça m'embête parce que je vois pas pourquoi. Il mériterait pas plus que Vitinha, sachant que Vitinha pour moi est sur un nuage depuis. Je pense depuis début décembre. Je dirais début décembre, il est clairement sur un nuage. Je pense que pour lui, s'il est assez intelligent ou si son entourage est intelligent, il reste encore une année à Porto. Parce que je pense que là, même si on est qu'en janvier et que voilà, ça se trouve en février, il aura une baisse de régime, je pense qu'il va survoler sur cette deuxième partie de saison. Je pense qu'avec le départ potentiel de Sergio Oliveira à la Roma, où il va avoir encore plus de temps de jeu, il va avoir encore plus de responsabilités, et je pense qu'il demande que ça. On l'a vu face à nous, hein, face à Benfica, c'est un joueur sur les deux matchs qui, clairement, si on demandait si c'était un 99, ça en avait pas l'air. T'avais l'impression que le mec avait déjà plus de 100 matchs dans les jambes dans ce championnat, mature, aucune pression, et même son but, hein, ça reflète un peu ça, et à ce niveau-là, c'est assez impressionnant, malheureusement pour moi. Et non, moi j'espère qu'on le verra en sélection très rapidement, parce que pareil, c'est ce genre de profil qu'on n'a pas forcément, et c'est plaisant à voir. Et bon, il y en a beaucoup qui font des Porto qui font la comparaison avec Deco. Je vais pas aller aussi loin pour l'instant, mais c'est vrai qu'en tout cas il a pour moi un magnifique avenir devant lui, et peut-être devancer Alex, hein. Je pense qu'il a aussi une tête toute faite, et j'espère qu'il y aura pas un peu cette même bêtise un peu d'aller à Wolverhampton, parce que je pense pas que ce soit un choix de lui. Je pense même que son retour, ça c'est pas lui non plus. Je pense qu'il y a dû avoir des choses entre l'agent, le club. Je sais même pas s'il est sous Mendes, mais je pense que oui. Oui, sous Mendes. Ouais, sous Mendes, parce que Fabio Vieira il est passé il y a pas longtemps, mais j'avais un doute sur Vitinha. Et je pense que voilà, ça a dû peut-être être un forcing de Porto pour le récupérer, parce que je pense qu'ils peuvent en tirer beaucoup plus quand ils le vendront, mais j'espère que ce sera pas. Enfin non, j'espère que ça sera cet été pour moi, mais pour Porto, j'espère pas que ça ne sera cet été. Voilà. Mathieu, vas-y, on complète. Vous avez dit beaucoup de choses. C'est un joueur qui regarde, quoi. Depuis le tour à Toulon, c'est un joueur qui progresse constamment, quoi. Ah bah c'est surtout depuis ce tour à Toulon. On aime toujours rappeler qu'en Youth League, il était derrière Morin Ndiaye. Faut pas l'oublier. Il était derrière Dantas aussi. Il faut pas changer l'histoire. Morin Ndiaye à l'époque était un joueur pour ce niveau-là qui était assez convenable. Mais c'est vrai que Vitinha fait partie de ces joueurs qui, voilà, en U17, n'étaient pas forcément les plus clinquants. En tout cas, il était un des joueurs qui jouait le plus. Mais c'est vrai qu'il y a une progression un peu fulgurante depuis ce fameux tournoi de Toulon 2019, si je ne me trompe pas. En fait, si on regarde bien, du coup, le troisième et le deuxième de mes classements, c'est des joueurs qui ont explosé, je dirais pas tardivement, mais qui n'étaient pas dans les petits papiers au sein des formateurs. Ils n'étaient pas considérés comme des cracks, et finalement, ils se retrouvent en 2022 dans notre... Bon, on est personne, hein, on n'est rien, mais dans notre podium des Golasso Awards, et ça prouve que c'est compliqué de juger un jeune joueur, mais... Si y a l'entourage et s'il y a le contexte pour bien réussir, si t'as la qualité, tu peux aller très haut, quoi. Et merci pour la transition, Alex, parce qu'on passe au numéro 1.
Et lui, par contre, on le connaît depuis très longtemps. Ça fait très longtemps, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Nuno Mendes, joueur actuellement du Paris Saint-Germain, mais qui a quand même évolué une grande partie de l'année 2021 du côté du Sporting, champion du Sporting, vainqueur de la Supercoupe, de la Coupe de la Ligue, comme Ignacio bien sûr. Transfert important au Paris Saint-Germain aussi cet été, dans les dernières heures du mercato. Pour Nuno Mendes, prêté avec option d'achat qui sera logiquement et très vraisemblablement levé à la fin de cette saison. On a un supporter du PSG avec nous, il nous parlera de son début de saison du côté du PSG, mais plus globalement Nuno Mendes c'est notre numéro 1 pour sa saison, pour le fait que c'est le plus jeune des trois finalement, 2002. Lui par contre on le connaît depuis un sacré bout de temps, il a même eu le temps de se faire les croisés et de revenir, Alex. Il est fort le garçon, il a lui aussi sauté pas mal d'étapes pour faire cette année et demie du côté du Sporting avant de partir, juste après le confinement, le premier confinement en 2020, et c'est arrivé en équipe première. Voilà, c'est notre numéro 1. Je vais laisser la parole à Dany cette fois-ci par rapport à Nuno Mendes, par rapport à son classement qui finalement n'est pas étonnant, et en plus par aussi cette année 2021 avec ses premières sélections avec l'équipe du Portugal en équipe A. Dany. Oui. Ah oui, mince, excusez-moi, j'avais le micro coupé, je parlais un peu dans le vent. Donc comme je disais en off, pardon, c'est un joueur que j'ai découvert finalement sous Amorim, en fait. Alex nous en avait déjà parlé auparavant, et du coup je connaissais mais que via Alex, et quand il a débuté, je l'ai trouvé vraiment très très intéressant, déjà notamment par rapport à son âge et par son volume de jeu. Un joueur vraiment très très bon offensivement, qui pour moi avait tout pour réussir pour la suite, et il s'avère qu'il a enchaîné à un poste où finalement qui est assez complexe mais assez crucial dans ce dispositif d'Amorim, et a fait que progresser sous Amorim, et finalement un transfert qui paraît par la suite logique, peut-être prématuré, parce que ce garçon, mais Alex en parlera mieux que moi, a connu que le contexte Covid pour ses débuts-là, donc pas de public, pas de grosse ferveur, pas de grosse ambiance, donc pas forcément de réelle pression, chose qu'Amorim a toujours essayé de mettre en avant, hein, c'est-à-dire d'avoir une équipe qui jouait sans pression et qui enchaînait les matchs pour voir où on arriverait. Contexte totalement différent au PSG où finalement là il est dans un club avec une énorme pression au quotidien, et je pense que pour l'instant ça se voit un peu, mais bon, après par exemple j'ai ce match aller contre City où je le trouve quand même bon, avec de la personnalité. Donc et dans une équipe comme ça il faut en avoir, donc je me fais pas trop de soucis pour lui, mais forcément moi il va dans mon top 3 et en première position pour la saison qu'il fait au Sporting, précisément parce que pour moi il a un grand avenir, et ça s'est pas encore trop vu en sélection, ça s'est moins vu aussi au PSG, mais je pense que ça va pas tarder à arriver, et je lui souhaite aussi que de la réussite désormais, parce que je pense qu'il fera une immense carrière à mon humble avis. Et comme Vitinha, Nuno Mendes, il a aussi un podcast qui lui est dédié sur la chaîne. On le mettra en lien, et sur ses qualités, sur ses défauts, on a beaucoup parlé de Nuno Mendes, hein. Il a joué en sélection, donc c'est un joueur qu'on commence à connaître. Donc pour essayer d'un peu diversifier le débat, Alex, je te lance sur ses débuts au PSG. Rapidement, qu'est-ce que tu en penses? Je pense pas ils sont pas rocambolesques, certes, on n'est pas non plus inquiet pour lui. Mais voilà, qu'est-ce que pour toi, quel est ce petit bilan de ces quelques premiers mois au sein du club de la capitale? Tu as tout dit en 2 mots, hein. C'est pas ouf, mais on n'est pas inquiet. C'est-à-dire que Dany l'a dit, on l'a répété aussi souvent sur les réseaux. C'est un joueur qui n'a jamais joué avec public, et n'a jamais joué de Coupe d'Europe, donc il arrive dans le PSG avec des Messi, Neymar, avec un stade plein, avec la LDC. Donc il a fait des bons débuts, notamment avec ce premier ballon contre Bruges où il dépose tout le monde des vitesses, et après il fait un excellent centre. Le match contre City où finalement il tient bien sa place. Mahrez ne fait pas vraiment de gros dégâts sur son côté. Voilà, c'est pas fou parce que déjà le schéma tactique de Pochettino ne permet pas d'exploiter toutes ses qualités. Il a toujours joué dans une défense à 3, et lui en tant que piston, là il se retrouve dans une défense à 4. C'est pas son fort, on l'a déjà répété en plus Mathieu, que dans une défense à 4 il peut avoir quelques soucis de placement. Mais voilà, tu sens que pareil, il tremble un peu des pieds, il se lâche pas encore, il a du mal encore, mais voilà, contre Van il a été excellent, mais ça reste qu'une nationale 2.
tu sens qu'il y a du potentiel, quand tu le connais, tu sais qu'il va réussir. Moi, je suis pas du tout inquiet, mais il a besoin encore de jouer sous pression, de moins stresser balle au pied. Voilà, c'est encore un peu trop neutre, mais on n'est pas du tout inquiet. Et pareil en sélection, on l'a rarement vu bon, Nuno Mendes, parce que pareil, défense à 4, contexte public, pression. Tu sens que ça joue un peu dans ses qualités footballistiques. Mais voilà, il apprend, il est encore très jeune, 19 ans, il a toute l'avenir devant lui. Et on ne s'inquiète pas du tout pour ce jeune joueur qui a un excellent pied gauche. Et on l'a vu contre Vannes qui, voilà, il a une main à la place du pied gauche. Et le jour où il se lâchera vraiment, ça sera vraiment l'un des tout meilleurs à son poste. Oui, si on fait une rapide comparaison, on a quand même deux contextes aujourd'hui pour Nuno Mendes avec deux coachs, que ce soit Pochettino ou Fernando Santos, qui ont beaucoup de mal, et c'est un euphémisme, de mettre quelque chose en place collectivement au sein de leurs équipes. Et finalement, dans le seul projet collectif qu'il a connu, dans le seul projet où vraiment tactiquement et en termes de collectif c'était extrêmement bien carré et ça lui permettait d'exploiter toutes ses capacités. Et c'est vrai que l'année dernière, le Sporting en termes de jeu offensif, les couloirs et cette agressivité sur les couloirs de Nuno Mendes et de Pedro Porro était primordial. Et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le joueur, c'est l'un des plus importants bien sûr à son dernier côté du Sporting, mais c'est peut-être pas le plus important. Par contre, est-ce que c'était peut-être intrinsèquement le meilleur joueur? C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible, et c'est aussi notamment aussi via le schéma qu'il a aussi beaucoup valorisé. C'est un défi aujourd'hui au sein du Paris Saint-Germain, avec un contexte différent, défense à 4, totalement différent, public, comme tu l'as bien répété Alex et Dany aussi. Donc voilà, mais voilà. Pas inquiet, mais on attend quand même un peu plus de ce garçon au sein du PSG en Ligue 1 cette saison. On a fait longtemps sur les espoirs, on va essayer d'aller un peu plus vite. Le problème c'est que le prochain c'est quand même un sacré débat, hein. On va pas se le cacher. C'est le numéro 3 en tant qu'entraîneur, numéro 3 par l'équipe de Golasso, c'est Serge Conceição, Sergio Conceição, et je me suis trompé d'image, super. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Sergio Conceição, entraîneur du FC Porto, ça fait longtemps, on ne me le présente plus, a été élu troisième meilleur entraîneur de la saison, meilleur entraîneur portugais de la saison, tout championnat confondu, pour avoir gagné, attendez je reprends les fiches, ah oui, c'est vrai, rien du tout. Donc on va en débattre Alex, parce que tu l'as mis dans ton classement. Dany, je crois qu'il ne l'a pas mis. Et beaucoup de gens de notre classement de l'équipe l'ont mis 3ème, il n'a pas été au-delà de la 3ème place, sauf pour Philippe, je crois. Mais j'ai pas compté les votes de Philippe, je le dis maintenant, il a mis Vitor Bruno numéro 2 ou numéro 1, je sais plus. Donc l'adjoint de Conceição. Donc c'est quand même ça, un sacré crack. On peut pas leur faire confiance. Voilà, on peut pas leur faire confiance. Mais j'ai envie de commencer par toi, Alex, parce que c'est toi le chroniqueur aujourd'hui. Pourquoi as-tu mis Sergio Conceição sur la 3ème marche de ton podium, et qui est donc 3ème de cette année? Il va falloir que je sois fort parce que j'en ai deux qui l'ont pas mis et qui, je pense, auront des bons arguments. Moi, parce que, pareil, je me suis vraiment basé sur l'année 2021, sur l'année civile. Je me suis pas basé sur la saison, en fait, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on fait ces genres de trophées individuels, parce que je l'ai fait pour la fin d'année. Moi, voilà, j'ai pris en compte la saison 2021, l'année civile, du coup, et c'est tout simplement toute une saison sans perdre. Donc, je crois qu'il fait 32 matchs sans perdre. C'est le seul entraîneur qui a réalisé ça en Europe, et donc. Moi, je devais le mettre dans ce classement. Ensuite, il te fait quand même, là, si on prend, ok, ça finit 3ème de Champions League, mais au final, si on regarde les matchs, je pense qu'il mérite vraiment de finir au moins 2ème, surtout au vu du dernier match contre Atletico. Jamais ils doivent perdre ce match. Donc voilà, moi j'aime bien le Porto, ce que propose Porto depuis le début de saison. Quand il fait des bêtises, je le dis, ça fait 2-3 ans qu'on s'ennuie avec le Porto de Conceição, mais pas cette année. Cette année, je trouve qu'il s'est remis en question. Mariga est parti, il a mis en place un milieu Vitinha, donc beaucoup plus technique, un duo Evanilson-Taremi qui est aussi bien plus complémentaire que Taremi-Mariga, et surtout Evanilson est un bien meilleur joueur de foot que Mariga. Donc tu sens qu'il s'est peut-être remis en question, son football est beaucoup plus plaisant, ça perd pas. C'est très beau à avoir joué, tu sens que ça retrouve un peu ce rouleau compresseur qu'on voyait lors de la première saison de Conceição. En Europe, c'était aussi très bon. Donc moi voilà, j'ai fait un peu le tour de tous les entraîneurs, et franchement en 3ème, je voyais pas qui mettre. Voilà, je me suis dit Sergio Conceição mérite. Donc moi je l'ai mis là. Maintenant je peux comprendre que mettre un entraîneur qui n'a gagné aucun trophée,
Ça peut paraître assez débile, mais j'ai essayé d'aller plus loin que ça. J'ai pris en compte les résultats de l'année 2021 et la progression des joueurs. Vitinha a progressé sous Conceição, Luis Diaz a progressé sous Conceição, Otavio progresse sous Conceição, Taremi progresse sous Conceição. Donc voilà, je me suis dit qu'avec tout ça, il méritait au moins sa 3e place. Dany, avant que j'expose mes arguments, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, sur Conceição, il n'est pas dans mon top 3, donc ça va être difficile de dire le positif qu'il a fait. Je pense que le positif qu'il a fait, c'est ce qu'Alex a exposé, donc c'est bien, tant mieux. Et ce qu'elle est arrivée, comme on l'a dit, comme tu l'as dit, il n'y a pas de trophée. Mais tu t'es basé sur l'année civile, voilà, c'est tes critères, tu as le droit. Moi, voilà, je me dis qu'à la fin, il n'y a pas eu de championnat. Je me dis que au-delà de ça, sans vraiment essayer de le descendre, je me dis qu'il y a peut-être des coachs qui ont fait un meilleur travail que lui, qu'il y a peut-être d'autres gens à mettre à sa place, et que je me dis que quand tu es entré dans le Porto, tu peux pas te satisfaire de l'Europa League, malgré le fait que le contenu soit bon, et d'une 2e place. Sinon, globalement, c'est vrai que ouais, si on parle de jeu, ça s'est amélioré. Tu sens que même si au début tu te dis mais pourquoi il intègre pas Vitinha ou quelque chose comme ça, ça vient avec le temps et que il a besoin de formater le joueur, de le mettre vraiment en place avec ses idées et de voir s'il a le bon rendement. Et quand ça arrive, généralement il joue. Donc c'est le cas de Vitinha, c'est le cas de Fabio Cardoso. Donc non, c'est quoi, même Evan Nilsson où l'année dernière il jouait pas mal en B également. Cette année s'impose, donc au final les joueurs finissent toujours par progresser. Ça c'est ce qu'on peut lui donner. Est-ce que ça suffit pour avoir une 3e place avec moi? Non, mais j'entends les arguments d'Alex, donc ça me choque pas non plus. Non, j'entends aussi les arguments d'Alex, hein, bien sûr. J'entends toujours ces arguments. Mais c'est vrai que pour moi, le début de saison 2021-2022, si tu veux, donc cette fin d'année est plutôt là pour confirmer ce que tu as fait avant. C'est pour ça que par exemple Carvalhal n'est pas dans mon top 3, parce que finalement il gagne quand même le Coupe du Portugal et quand même fait une super saison avec Braga. Mais la 2e partie de saison est trop décevante pour moi par rapport à d'autres entraîneurs pour être là. Donc Conceição, c'est un peu l'effet inverse. C'est une année 2021, première partie d'année 2021, toujours avec ce concept de juger par rapport aux ressources, ce que tu as et qu'est-ce que tu arrives à produire avec ces ressources. Et le Porto est quand même parmi les plus grosses ressources du pays. Et le rapport ressources, moyens, contexte vis-à-vis du résultat, je le trouve quand même sur l'année 2021 sacrément pauvre, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de titre, mais c'est même pas tant que ça, parce qu'il y a eu aussi le fait de limite pas jouer le titre la saison dernière avec le Sporting. Je trouve que le Sporting a quand même maintenu l'écart. C'est vrai qu'il y a des fois eu 7 points d'avance, c'est peut-être l'écart le plus faible à un moment de l'année 2021, mais finalement ils n'ont jamais vraiment été dans la lutte, et ne pas être dans la lutte en étant le FC Porto pour le titre, je trouve que c'est pas digne du club que c'est. Donc voilà, sur le côté invaincu. Alors invaincu en championnat, parce qu'il faut pas oublier qu'en championnat, en coupe il a quand même perdu pas mal de matchs, hein. Santa Clara, le Sporting, Braga en coupe du Portugal, 1-3-0 en 28 minutes au Dragon, parce qu'il y a aussi certains matchs où il s'est quand même fait alors sur ce début de saison c'est plutôt bien même dans les grands matchs, mais la saison dernière t'as quand même cette défaite à Braga, face à Braga chez toi, 3-2, t'as la défaite, t'as le match nul face à Boavista miraculeux, alors que sur la première mi-temps tu te fais complètement dépasser tactiquement par Jesus Ferreira qui a 75 ans. Donc voilà, c'est ces petites choses là sur l'année 2021 qui m'ont quand même qui m'ont laissé très perplexe sur sa saison, sur son année, sa saison dernière en 2021. Mais après je conçois largement que son année, son début de saison 2021-2022, même si au début j'avais peut-être vraiment peur, non, parce que je suis pas supporter de FC Porto, mais le côté du match au Sporting à la balade plus le match à Liverpool pouvait laisser penser à un large essoufflement, encore plus grand qu'il y a quelques saisons, et finalement il s'est quand même très bien relevé grâce aussi à ces joueurs créatifs qu'il a, et ce second souffle qu'il a remis à son équipe première avec notamment Vitinha et surtout un certain Luis Diaz qui fait quand même qui cache peut-être certaines choses, on le pensait, ça n'a pas été forcément le cas face à Benfica lors du Classico en championnat. Là il va récupérer Luis Diaz et ça sera peut-être un vrai season, un season changer, ce Luis Diaz pour la saison de Conceição et pour sa revalorisation en termes d'entraîneur malgré l'Europa League cette saison.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nos auditeurs diront qui a gagné. Et comme il faut qu'on se dépêche, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire, les garçons, je ne vais pas vous interrompre. Non, j'entends vos arguments, mais voilà, j'entends, voilà. mais voilà, je suis pas forcément d'accord avec tout, mais j'entends et vous avez raison. Et au final, bah, c'est les votes qui ont voté, comme on dit. Donc, c'est les votes qui ont voté et Froome est troisième. C'est les votes qui ont voté, pas mal ça. Je tenais à dire que j'ai mis Bruno Pinheiro, troisième. J'ai mis Alvaro Pacheco. Oui, mais toi, parce que t'as oublié le deuxième. Et toi, t'es vraiment un. Ouais. Je m'en suis rappelé qu'après, en fait. Oui, c'est parce qu'il. En même temps, il joue pas en ce moment, donc. Il joue pas. Il a pas la même com que Jesus. Il a pas la même com que Renato Paiva, ça c'est vrai. Hein. Un entraîneur quand il. Ça se travaille, hein. Ça se travaille. C'est vrai. Donc oui, numéro 2, c'est un double vainqueur de compétition continentale. Voilà. C'est Monsieur Abel Ferreira. Abel Ferreira, vainqueur de la Copa Libertadores 2020 en 2021, parce qu'avec tout le calendrier chamboulé, notamment en Amérique du Sud, donc il a joué la première finale de Libertadores gagnée face à Santos en janvier 2021, et depuis il en a gagné une deuxième, parce que c'était pas assez bien d'en gagner une, il en a fallu en gagner une deuxième. Alors oui, on dira que c'est pas Ligue des Champions, c'est vrai, ça reste quand même un fait important de battre à la fois l'Atlético Mineiro et Flamengo en demi et en finale de la Copa Libertadores. Il a fait le travail, un entraîneur qui a quand même, depuis je sais pas, mais je crois qu'au bout d'un an à Palmeiras, il avait dirigé plus de 100 matchs au Brésil, 100 matchs entre le championnat de São Paulo, le championnat brésilien, la Copa Libertadores, la Coupe. Enfin, c'est un calendrier fou, il est vraiment, vraiment fou là-bas. Donc voilà, numéro 2, mérité, parce que vous connaissez le numéro 1, mais bon, on n'a pas encore dit. Mais la deuxième place est méritée pour un Abel Ferreira qui a enclenché son palmarès cette année et a continué à l'agrandir avec cette deuxième Libertadores, un peu plus, qu'il a gagné du début à la fin cette fois-ci. Il a entraîné il a dirigé tous les matchs de cette deuxième Copa Libertadores 2021 pour s'imposer face à Flamengo. Qui va commencer Alex sur Abel Ferreira, qui lui aussi a déjà un podcast. Ils ont tous déjà un podcast. Voilà. Transition. On avait anticipé le fait qu'il puisse gagner 2 Copa Libertadores. Non, mais puis sérieusement, je vais pas faire le mec, hein, j'ai pas suivi tous les matchs, même très peu de matchs qu'il a fait à Palmeiras au Brésil. Donc moi j'ai regardé vraiment par exemple les finales de la Copa Libertadores. Donc je me suis vraiment basé là pour le coup sur le pur résultat, hein, sur le jeu. C'était pas flamboyant, mais c'était qu'il a des idées, que tactiquement il est en place. Donc voilà, ça m'étonne pas qu'il ait gagné ces 2 coupes. Donc voilà, c'est même logique de le mettre deuxième. Un entraîneur qui remporte 2 fois cette coupe prestigieuse mérite d'être à la deuxième place. Oui, c'est pas la Ligue des Champions. Oui, le championnat brésilien n'est pas le championnat le plus compliqué, malgré ce que veut nous faire croire notre ami Jorge Jesus. Mais non, c'est bien pour lui. J'espère que ça lui permettra de rebondir dans des championnats plus hypés, dans des clubs un peu plus grands. Mon seul regret, c'est qu'il n'ait pas encore vraiment réalisé de bons championnats au Brésil. Je crois qu'il a fini 4ème, si je dis pas de bêtises, Mathieu. 3ème. Donc il finit 3ème, voilà, j'aurais bien aimé qu'il lutte un peu plus pour le titre. Peut-être que ça sera fait cette saison. Donc voilà, mais voilà, c'est très bien, c'est bien pour nous, pour notre pays, ça nous fait une bonne pub, et pour cet entraîneur qui a des grosses qualités, et surtout tactiques, mais surtout humaines. Dany, toi qui ne l'as pas mis dans ton classement, qu'as-tu à nous dire? Non, c'est un oubli de ma part, oui. Mais du coup, logique, hein, en soi, comme Alex, hein, je ne regarde pas tous les week-ends, même si en ce moment ça a arrêté, fin de saison, Palmeiras, mais j'ai vu la finale, j'ai pu, grâce à ce match Bessa de Benfica qui s'est fini à la mi-temps. Oui, du coup, non, tu vois quand même que c'est une équipe avec un schéma tactique cohérent. C'est quand même dur, hein, c'est dur parce que c'est pas un niveau très haut selon moi, mais pour moi, même au sein de son effectif, il a un effectif assez solide. Il a quand même pour moi un des meilleurs effectifs, avec des joueurs de grand talent et des joueurs confirmés aussi. Je pense même à Danilo Barbosa qui était passé par Benfica à une époque, qui a fait du bien aussi à cette équipe. Patrick de Paula aussi dans cette équipe qui était aussi à un moment sondé par Benfica, et non, pour moi c'est une juste récompense. C'est, comme l'a dit Alex, une preuve
que finalement il n'y a pas qu'un seul entraîneur portugais qui peut gagner la Libertadores. Certes, cet entraîneur a ouvert les portes de l'entraîneur portugais au Brésil, mais du coup que tu vois que d'autres entraîneurs peuvent le faire et finalement mettre haut notre pays dans le monde et c'est important et c'est intéressant et j'espère que par la suite il pourra rebondir ailleurs parce que ça reste quand même un très bon entraîneur. J'avoue que peut-être que j'avais eu à l'époque un peu de réticence vis-à-vis de son choix en décidant d'aller là-bas parce qu'il était quand même sur un beau projet à Braga, il aurait peut-être pu prétendre à un des 3 gros à un moment donné. Et il était PAOK quand il part de Palmeiras. Comment ? Il était au PAOK avant de partir à Palmeiras. Ah mais oui mais mince, je sais pas pourquoi j'ai dit Braga, excusez-moi, ouais, il était à PAOK, mais oui c'est vrai, c'est lui qui nous sort. Voilà. Donc je sais pas comment j'ai pu, excusez-moi pour ça, donc ouais il était à PAOK pardon. Mais pour moi ouais il aurait pu prétendre à mieux. Il me semble même qu'il gagne le championnat là-bas. Non. Non il gagne pas, c'est Pedro Martins. Bon, j'ai fait 2 belles. Ouais, voilà, c'est Pedro Martins. Mais en tout cas il nous sort donc c'est déjà pas mal. Et non, moi j'avais un peu peur aussi de son exil, mais apparemment ça marche bien, donc tant mieux pour lui. Voilà. Mais j'aurais dû mettre dans mon classement. Oui, t'aurais dû. Ça arrive, les oublis, ça arrive. Ça arrive. Sachant que c'est le pire cauchemar de Jorge Jesus quand même. C'est le premier match à Braga, il bat Jorge Jesus à l'Alvalade face au Sporting. Ouais. Il le bat donc en étant entraîneur du PAOK. Il le bat, on cite, il l'a battu 2-3 fois avec Braga. Ensuite, t'as Palmeiras où il gagne 2 Libertadores, alors que Jorge Jesus avait dit qu'aucun entraîneur portugais gagnerait sur les 100 prochaines années. Il a gagné 2 depuis. Mais voilà. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alex sur la qualité de jeu. Alors, je trouve que la deuxième finale était meilleure que la première, parce que la première était vraiment indigeste. Vraiment indigeste. La deuxième était un peu. Sentait déjà une organisation, une équipe bien plus compacte et beaucoup mieux organisée. Défensivement, c'est pareil. Et c'est vrai que cette équipe-là est sûrement plus défensive qu'offensive. Mais il assume en disant que avec 100 matchs et avec des calendriers de 4 matchs par semaine, des fois en première partie d'année, c'est difficile de mettre en place quelque chose de très travaillé, de très léché, de très posé. Et qu'on essaye il dit clairement c'est la méthode qu'on a trouvée pour être le plus performant possible à tous les matchs qu'on nous impose pour être le plus performant dans toutes les compétitions, parce qu'avoir un mini championnat en plus c'est fantastique de jouer 100 matchs en un an. Il y a des clubs qui font 30 matchs en une saison alors qu'il y en a qui en font donc quasiment 3 saisons en une, donc c'est assez fou ce qui se passe au Brésil. Je sais pas si tu vas être d'accord aussi, mais c'est aussi la faiblesse tactique en face qui fait que ça marche. Tu prends un peu la finale face à Flamengo, aussi, il y a un inquiété quoi. Aussi. Après, je trouve que le Flamengo de Jesus, par exemple, quand même en termes de jeu, était un peu plus chatoyant. C'était quand même, t'avais des principes un peu, t'avais une équipe qui voulait beaucoup plus le ballon quand même. Oui, mais après, tu vois, c'est ce côté stratégique, ce côté de vraiment préparer le match par match, et ce que je vois, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup, vous le savez, souvent parler d'Angolasso, mais qu'il assume le fait qu'il adore s'adapter à l'adversaire, qu'il adore créer des schémas en fonction de l'adversaire du soir, et si ça passe par avoir une organisation défensive très compacte, il le fera, il mettra une ligne de 5, voire une ligne de 6, et c'est assumé. Alors c'est pas forcément son football à Braga, alors notamment sa première saison ses débuts de ce 3-4-3 au Portugal était peut-être plus intéressant en termes de jeu offensif, mais ça reste un entraîneur qui travaille très bien ses matchs, qui est un leader aussi en son vestiaire, parce qu'il n'y a pas que les qualités de tacticien, il y a aussi le leader, l'entraîneur, le préparateur mental, et dans ces aspects-là aussi il est sacrément compétent, et il a bien réussi à Palmeiras. Maintenant c'est vrai qu'on attend un projet en Europe et un retour en Europe, en espérant un meilleur projet que le PAOK, sans manquer de respect au PAOK, mais voilà, je trouve que c'était déjà à l'époque un entraîneur qui méritait un peu mieux que le PAOK Salonique. Et juste hors sujet, mais je prends 2 minutes ce serait intéressant un jour qu'on fasse un petit sujet, un petit débat sur les idées de jeu des entraîneurs portugais, parce qu'on a l'impression qu'ils se ressemblent un peu tous. Ils ont un peu des idées de jeu assez, je dirais pas réducteurs, mais voilà, plus on s'adapte à l'adversaire, et ça c'est juste surtout, je pense à Mourinho qui a fait qu'il a créé beaucoup de bébés. Mais tu sens que là, depuis quand même quelques années, il y a une nouvelle vague d'entraîneurs portugais qui essaient de proposer autre chose, et c'est intéressant parce que moi ça commence à me fatiguer de voir des entraîneurs portugais qui s'adaptent à l'adversaire, qui proposent un jeu un peu
où on se fait pas vraiment plaisir devant la télé, voilà, Jardim, Conceição, Mourinho et tout le tralala. Et là, voilà, ce serait peut-être intéressant qu'on fasse un jour un petit sujet comme ça, donc t'en fais bien d'en parler, Mathieu. Je vous jure C'est une très bonne idée, on n'en a chef. pas parlé avant, donc ce sera le podcast de la semaine prochaine. Voilà, tous les auditeurs le sauront. Oui, c'est une très très bonne idée, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Un autre entraîneur portugais, voilà, qui est fort malheureusement. À chaque fois que j'évoque son nom, je dis malheureusement, vous le savez. Voilà, parce que le premier, bon, c'est pas un secret, il sera sur la couverture de l'épisode, hein. Il s'agit de Ruben Amorim, entraîneur du Sporting, voilà, champion avec le Sporting après 19 ans sans titre. On le rappelle, hein, 19 ans sans titre. Voilà, vainqueur de la Coupe de la Ligue, super coupe, mais aussi, et ça aussi il faut largement le souligner, sorti de la poule de la Ligue des Champions dans un groupe avec l'Ajax, Dortmund et Beşiktaş, donc voilà, une année quasi parfaite, voire parfaite de le Sporting de Ruben Amorim. Classé premier, je sais pas si on a encore beaucoup de choses à dire sur ce qu'il a fait au Sporting cette saison, les garçons. Donc je vais vous laisser la parole parce que j'en ai beaucoup parlé. Si vous avez quelque chose à rajouter sur cette année 2021 de rêve de la part de Ruben Amorim. Moi, au-delà de cette année 2021 où il a tout simplement quasiment tout gagné et il a tout simplement remis le Sporting sur le devant de la scène à lui seul, vraiment, enfin c'est lui qui a construit le Sporting, qui les a remis sur le devant de la scène et moi surtout ça fait 2 ans qu'il est devenu coach principal. C'était le 4 janvier 2020, Mathieu, c'est ça? Coach d'une équipe première. Une équipe première, ouais. Donc c'était son premier match avec Braga contre la Bessade, ce merveilleux 7-1 où il avait tout simplement, où Braga avait surdominé ce match-là, c'était un régal à voir. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'il entraîne et tout simplement, c'est tout simplement lunaire ce qu'il fait. Enfin, c'est sur l'ère moderne, il n'y a pas eu meilleur en termes de points gagnés, en termes de défaites, il a perdu que 3 matchs. C'est fou, c'est des stats affolantes. En termes de jeu, c'est pas c'est pas non plus, c'est pas du total régal. Surtout lors de la première saison de Sporting, on s'ennuyait quand même sur certains matchs, sur beaucoup de matchs. Cette saison, c'est bien mieux. Même si j'ai préféré quand même voir le Braga d'Amorim que le Sporting d'Amorim, mais tu sens qu'il est en train de mettre sa patte et que c'est tout simplement très fort ce qu'il fait. Et voilà, 3 défaites en 70 matchs, c'est juste énorme en termes de stats, en termes de jeu. Tu sens que rien ne peut n'arriver au Sporting, que même quand ils perdent, même quand ils se retrouvent à 10, même quand il y a des faits de jeu, il y a des blessés, Palhinha, Coates, tu sens qu'ils gagneront quoi qu'il arrive, et ça c'est vraiment très fort à 36 ans d'avoir mis en place cette mentalité. Bravo à Amorim, premier de notre Golasso Awards, et ça risque il risque d'être souvent sur notre podium parce qu'il a vraiment des très grosses qualités, pareil tactique mais aussi surtout humaine. C'est un entraîneur qui est très proche des joueurs, c'est l'ami des joueurs, et ça je pense que dans le football moderne c'est indispensable. Il a tout compris dans sa com, il est énorme. Enfin voilà, il y a 0 défaut à lui trouver, donc on espère que ça va continuer. Et voilà, j'ai pas de mots pour décrire cet entraîneur. Je te comprends, Alex. Je n'aurais pas eu de mots pour le décrire s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait en 2020. Mais donc avant de lancer Dany, juste voilà, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé lors de notre dernier podcast de bilan de mi-saison. On a aussi beaucoup parlé, mis en lumière et mis en évidence surtout sa demi-saison cette année, mais plus globalement son travail au Sporting. Donc si vous voulez retrouver d'autres analyses, ce sera aussi dans le podcast juste avant. Et voilà, et avant de lancer Dany, dire que ouais, c'est la marque la marque d'un entraîneur aussi, d'un futur très grand, ça reste aussi cette capacité à avoir des équipes qui limite donnent l'impression vraiment de contrôler l'imprévisibilité qui est liée au football. Et tu as l'impression que c'est vrai que c'est plus sur l'aspect défensif. Son équipe sur ces moments-là est extrêmement bien préparée et extrêmement forte, et ça dégage une confiance ensuite pour tous les autres moments. Et il y a aussi un peu cette réinvention limite, parce que Matheus Reis reste un joueur qui on prend cet exemple-là qui est pas Nuno Mendes, alors il a quand même un profil différent, et malgré tout il a quand même réussi à trouver d'autres cordes pour pouvoir rendre le Sporting toujours aussi compétitif. L'arrivée de Sarabia et limite l'arrivée officielle de Paulinho, officieuse si on veut dire, en ce début de saison, fait en sorte que son jeu est quand même un peu meilleur, même si ça marque
toujours un peu moins, aussi lié à son avant-centre qui a du mal à planter, même s'il a mis un triplé la semaine dernière et que peut-être qu'il arrivera à confirmer toutes les attentes que les supporters portaient en lui au niveau de l'aspect de la finalisation, parce que dans le jeu, moi je trouve qu'il n'y a pas non plus un énorme écart de niveau lorsque ce que faisait Paulinho Braga, et qu'à ce niveau-là il est toujours aussi performant. Dany, est-ce que tu as un mot pour conclure sur le meilleur entraîneur? Bravo à lui. Voilà, merci. On passe. C'est vraiment ton dernier mot. C'est votre dernier Franchement, ça devient de plus en plus compliqué de parler de lui. Oui, il n'y a pas assez de superlatifs, malheureusement, je le sais, mais voilà. Mais on est honnête. Il fait du bon boulot, et malheureusement pour moi, quand t'es supporter de Benfica ou de Braga, t'as un peu le seum, on va pas se le cacher. Ouais, c'est vrai. Passons aux meilleurs joueurs, les garçons. Bon, là aussi, il n'y a pas énormément de suspense, mais le troisième, il est troisième. Il s'appelle Cristiano Ronaldo, le joueur de la Juventus en première partie d'année, joueur de Manchester United lors de la deuxième partie. C'est pas dingue collectivement, mais individuellement, Cristiano est toujours là à 36 ans, il est toujours dans nos classements. On est en 2022 quand même, et il est toujours là, c'est vrai. Il y a d'autres joueurs portugais qui aujourd'hui arrivent à le concurrencer finalement, mais pas au même âge. Donc voilà, il me semble qu'Alex l'a mis troisième, si je me trompe pas. Je crois que moi, je sais plus, j'ai plus peut-être si peut-être je l'ai mis, forcément j'ai dû le mettre, mais donc voilà, donc Alex, un petit mot sur Cristiano Ronaldo. Il y a aussi pas. S'il y a plus de superlatifs pour Amorim, il n'y en a plus pour Ronaldo, mais juste pour justifier peut-être cette troisième place où voilà, c'est plus collectivement qu'étant donné que ça a un peu plombé parce qu'il n'y a pas de titre cette saison à part une coupe d'Italie, je crois. Ça doit être son seul titre de la saison. Individuellement, à 36 ans, en termes de moyens, ressources, en termes d'âge et performance, il y a quand même encore des choses assez impressionnantes. Il finit tout simplement le meilleur buteur de la Serie A, qui reste un championnat où c'est dur de marquer des buts, tout simplement. Donc voilà, le meilleur buteur de la Serie A à 36 ans, c'est juste fou. Et puis voilà, il arrive à Manchester United, il plante aussi. Il sauve je ne sais combien de fois l'équipe. Encore une fois, il a sauvé Manchester de la défaite ou du match nul à chaque fois. Et voilà, tu as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Tu sens que bien oui, forcément dans le jeu c'est dur là, notamment ça fait 5 matchs où il est vraiment mauvais, où il passe plus un joueur, ou même ses contrôles, c'est des contrôles à 3 mètres. Tu sens que forcément à 36 ans c'est plus pareil, il a plus la même élasticité de cheville. Enfin voilà, c'est normal, mais au niveau des stats c'est juste ahurissant encore une fois. Ça va être dur quand il va arrêter. Je vais pas m'imaginer ce jour-là, mais ouais, 36 ans il est encore là et il est encore dans notre classement. Et bon voilà, c'est collectivement malheureusement ça me fait de la peine pour lui parce que à chaque fois il tombe dans des projets un peu bancals. Et peut-être que c'est lui aussi qui fait des mauvais choix. C'est pas non plus que la faute des entraîneurs ou du club. C'est dommage pour la fin de sa carrière parce que j'ai peur d'une fin de carrière un peu en dents de scie, c'est-à-dire que là Manchester est quand même très loin de la Ligue des Champions. Je le vois pas finir en Europa League, quoi. Je serais déçu je serais dégoûté que ce mec-là finisse en Europa League. Cette légende-là doit jouer la Ligue des Champions tout le temps parce qu'il a écrit cette légende dans cette compétition, et le voir en Europa League, ça me ferait vraiment chier. Donc voilà, j'ai un peu peur pour lui. J'espère qu'il va rebondir, que Manchester United va rebondir, parce que c'est tout simplement une légende de notre football portugais. Tu as dit pas mal de choses, Alex. Je suis totalement d'accord avec toi sur Cristiano. Dany, je sais plus si tu l'as mis ou pas, mais je l'ai mis troisième. Troisième, ouais, je pense que c'est sa place. Ouais. Individuellement, en tout cas, c'est une bonne place. Pour compléter un peu ce que vous avez dit, pour compléter, non, je vais répéter, surtout c'est une grosse saison individuellement. Forcément il régresse, mais ça reste quand même du haut niveau. C'est surtout à son âge, c'est assez impressionnant. Mais en fait je pense qu'on banalise ça parce que c'est Ronaldo, donc on a toujours cette image de Ronaldo, un des meilleurs joueurs du monde. Ça reste un des meilleurs joueurs du monde selon moi, mais forcément avec l'âge ça va devenir plus compliqué, mais il reste quand même un gros niveau, mais malheureusement pas aidé par le contexte qu'il a dans le club où il se trouve, que ce soit United ou la Juventus à l'époque, où forcément il est il est pas très bien valorisé, même si l'équipe essaie de jouer pour lui, mais ça ne prend pas parce que je pense qu'il y a pas vraiment de fond de jeu, et ça se voit ça se voit beaucoup à United, ça se voit aussi beaucoup à la Juventus, et c'est bien dommage parce que je pense qu'il mériterait une autre fin. Donc voilà, c'est un peu triste, mais du coup ça se reflète aussi dans le classement.
Oui, après, il qualifie en huitième de finale Ligue des Champions, un peu lui tout seul, Manchester United cette saison, encore. C'est ça. Donc ça reste le roi de cette compétition. Et voilà, non, je pense qu'il y a aussi un podcast à faire sur le Ronaldo 2022 finalement, que ce soit en sélection, que ce soit avec United, peut-être ses choix de club et ses performances qui restent continuellement, individuellement très bonnes. Pour moi, il sauve la saison de la Juventus l'année dernière, à lui tout seul, vraiment. En les qualifiant aussi en Ligue des Champions, donc non, c'est le Ronaldo 2022 fait encore parler, c'est normal, ça reste notre Cristiano national, mais la troisième place, voilà, je pense qu'elle est méritée vis-à-vis des deux qui sont devant lui, sans transition, enfin avec transition. Le numéro 2. Bon, en vrai, on pourrait faire un peu pourquoi on a choisi le numéro 2 à la place du numéro 1. Il y a quelques arguments pour et contre, mais voilà, le numéro 2, c'est João Cancelo, qui joue dans l'autre club de Manchester City. Cancelo, peut-être sa meilleure année individuellement, peut-être, dans ce City de Guardiola, qui a fini numéro 2 de notre classement. Les garçons, je vais commencer par Dani, parce que Cancelo, c'est quand même sèche à l'académie. Ce sera peut-être un grand regret de ne pas l'avoir vu, comme on a parlé avec Vitinha tout à l'heure, ou Nuno Mendes, de ne pas l'avoir vu une saison au moins sous les couleurs de Benfica, à l'époque préféré à ce crack d'André Almeida. Dani, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de la saison de João Cancelo, surtout? De l'année de João Cancelo. Comment? J'ai pas entendu ce que tu as dit, Alex. C'est le moment où il faut prendre de l'eau de Javel. J'ai toujours pas entendu. C'est le moment où il faut prendre de l'eau de Javel. Ah. Non, pour le coup, très très satisfait de sa saison. Il y a eu un moment un peu plus compliqué, un peu d'avril-mai, où je pense sur cette demi-finale retour, où on le voit moins. Et malheureusement, c'est arrivé à ce moment-là un peu crucial de la saison. C'est dommage, mais globalement, ça reste sa meilleure saison. Tu sens que le mec a passé un cap. Très bon offensivement, défensivement aussi, où forcément c'est là où il avait le plus de lacunes pour moi, et où il a réellement passé un cap. Et offensivement, en fait, c'est surtout qu'il a un entraîneur qui sait en fait mettre à profit toutes ses qualités, en étant latéral intérieur, latéral gauche, latéral droite. Il joue partout, et c'est assez fantastique. Pour nous et pour les supporters de City surtout. Et non, pour moi, cette deuxième place est normale, mais c'est en même temps, on se dit que voilà, il aurait pu en fait avoir cette saison référence un peu plus tôt, mais là, il est dans la continuité qu'il sait faire. On voit que sur cette saison, il est même meilleur, je dirais, et je pense qu'il va rester sur les mêmes. Il est même meilleur, je crois, au niveau des stats. Mais voilà, le contexte est favorable pour lui, et j'espère qu'on le reverra un jour chez nous, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un peu en travers de la gorge de pas l'avoir vu, parce que finalement on l'a vu que très peu de temps. Voilà. Donc pour moi, je l'ai quasiment pas vu. Hein. C'est bien dommage, parce que c'est vraiment un joueur avec une qualité phénoménale, et un pied droit magnifique, et voilà. Avant de te lancer, Alex, j'aimerais quand même dire que pour moi, Cancelo ne révolutionne pas le poste d'arrière droit. Pourquoi? Parce que c'est trop spécifique. En fait, il est trop fort, mais parce qu'il est trop. Ces gens, Cancelo, c'est des qualités il emprunte des qualités des milieux de terrain, des milieux défensifs, voire des créatifs à ce poste-là. Et il joue dans le City de Guardiola. C'est à ce poste-là, dans ce rôle-là, tellement hybride et tellement malléable et tellement liquide il influence, mais de là à parler parce que je vois pas mal de ce côté révolution du poste de latéral, j'ai un peu de mal avec ça, parce que je trouve que c'est quand même très spécifique à ce contexte-là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, quoi. Et que dans d'autres contextes, finalement, il était dans des rôles plus naturels. Alors Guardiola arrive avec certains joueurs à exprimer vraiment tout ce qu'ils sont capables de donner, et Cancelo est en train de le faire. Mais c'est vrai, quand tu regardes l'Inter, quand tu regardes la Juve, avec Cancelo, c'était encore un rôle, c'était fort, mais ça restait un rôle de latéral un peu plus connu, un peu plus normal. Et donc voilà, c'était ma petite touche par rapport à ce côté révolution. Mais influence, ouais, je pense qu'il influence, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit plus de latéral à l'intérieur, de ces courses vers l'axe pour créer de nouveaux décalages, et pour tenter de résoudre les problèmes que l'adversaire te pose en face. Et c'est un rôle. Voilà, je parlerai plus d'influence que de révolution. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Alex, mais je te lance là-dessus. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'année de ce merveilleux joueur? Vraiment, ce merveilleux joueur. Pour compléter ce que vous avez dit, c'est vrai que actuellement, c'est le seul au monde où tu lui dis, écoute, Cancelo, tu joues numéro 10,
et il s'en sortira, quoi, parce qu'il sait tout simplement tout faire avec le ballon. Il a trop de qualité pour être juste cantonné à un simple latéral droit. Et vous l'avez dit, c'est un joueur, tu lui dis, écoute, colle la ligne et déborde centre, il sait le faire. Tu lui dis, écoute, viens un peu plus dans l'axe du terrain, distribue le jeu, il sait faire. Tu lui dis, va à gauche, il sait faire. Enfin, et c'est juste exceptionnel. C'est le meilleur latéral du monde pour moi actuellement. Et encore, si on peut dire latéral, parce que, comme je viens de le dire, il peut jouer absolument partout et il sera toujours bon parce qu'il joue trop fort. Et voilà, pour revenir un peu sur son année 2021. Moi, le petit reproche que j'ai envie de lui faire, c'est vraiment, j'ai envie de le voir faire une saison complète de A à Z. Parce qu'à l'Inter, ça a été 6 mois, Juventus, ça a été 6 mois. L'année dernière, Dani l'a dit, c'est à partir de mars-avril, mai, il a eu du mal d'ailleurs, il est même pas titulaire pour la finale avec des champions, alors qu'il fait une année exceptionnelle, mais il s'effondre encore en fin de saison. Il a encore du mal à faire une saison complète au même niveau. C'est dur, ça, c'est très dur de rester régulier sur 12 mois. Mais c'est là où il doit y progresser, parce que notre numéro 1, du coup, je vais pas spoil, mais lui a su être régulier de bout en bout. Et donc voilà, c'est peut-être son axe de progression. Mais voilà, vous avez tout dit, c'est un joueur formidable que, pareil, c'est pour ce genre de télé, ce genre de joueur qu'on aime la télé. Et puis au-delà de ça, c'est un être humain super touchant avec toutes les histoires qu'il a eues. Voilà, t'as envie d'aimer ce joueur, t'as envie de le regarder jouer, t'as envie de l'apprécier. Donc bravo João Cancelo, et on espère que tu feras au moins dans ta carrière une compétition internationale, parce que tu le mérites. À 27 ans, t'en as encore jamais fait, et c'est franchement un gros regret. Vous allez voir, on va pas se qualifier, et à 29 ans, il aura toujours pas une compétition internationale. Ce sera l'énorme chat noir. Vous allez voir. Mais non, on va pas porter l'œil tout de suite. Mais voilà, je pense qu'on a été complet sur João Cancelo. Et alors, je suis d'accord, parce que vraiment, c'est vrai que la fin de saison, je pense, dernière joue. Parce que on peut être un peu moins bien, mais de là à sortir du 11 et d'être remplacé par Kyle Walker au moment de la saison, tu vois, c'est vrai que ça laisse un petit point noir quand même. Je suis quand même vraiment d'accord avec vous sur ça, et que ça fait quand même la différence vis-à-vis du premier, parce que c'est tentation. Mais avant de parler du premier, je voulais aussi dire que j'ai pas mis troisième Cristiano Ronaldo, je viens de m'en souvenir. Alors, je dis pas qu'il méritait pas les troisième, il méritait, mais c'était juste pour donner un point à José Fonte. Parce qu'on se rend pas compte quand même, mais José Fonte, il a été champion de France avec Lille en tant que capitaine, et que sur l'année 2021, il s'est quand même qualifié aussi pour les huitièmes de finale des champions, en ayant, je crois, il avait comme un trophée de l'homme du match face à Séville à 39 piges, en Ligue des Champions, donc c'est la définition du Benjamin Button portugais. Donc voilà, et comme j'adore José Fonte, je voulais lui dédicacer ce point, et j'espère un jour qu'il arrivera dans Golasso, parce que lui et son frère sont des gens charmants, et ils méritent tout ce qui leur arrive dans leur carrière personnelle. Ouais. Donc voilà. Si on m'avait dit qu'un jour Fonte serait devant Ronaldo. C'est vrai. Ah, voilà. Comme quoi, ça va pas bien pour le numéro 7. Hein. Ça va bien pour le numéro. J'ai beaucoup de mal avec les numéros. Il y a le numéro 3, City 6, non. Et 6 ou 3 non, 3, mais je pensais que vous parliez de. Non, mais on parle pas du Ah oui, pardon. De Florentino, non, pardon, non plus. Non, du numéro 3 de Manchester City. Vous l'aurez deviné, il est sur la cover de ce magnifique épisode. Il a mérité ce titre et succède à Bruno Fernandes. C'est un autre mancunien, mais de City, lui aussi. C'est Ruben Dias. Ruben Dias, champion avec Manchester City, finaliste avec des champions, aussi avec le club de Manchester, vainqueur d'une coupe de la Ligue. De la FA ou la coupe Coupe de la Ligue aussi. Voilà, il a joué le roi avec le Portugal, mais bon, ça c'est pas non plus hyper glorieux vu le parcours qu'on a fait, mais lui aussi, et ça aussi ça a peut-être joué dans nos votes, élu meilleur joueur de Première Ligue la saison dernière par ses pairs. Donc voilà, Ruben Dias numéro 1. Je vais vous laisser commencer les garçons, parce que j'ai écrit un poème pour Ruben Dias. Carrément. Non, je rigole. C'est un joueur de Benfica quand même, il faut pas non plus déconner. Mais j'ai pris des notes, parce que moi, il y a des choses importantes à dire sur Ruben Dias, mais je vais vous laisser commencer quand même. Et Seychelles Academy oblige. Dani, sur Ruben, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est agréablement surprenant. C'est un joueur qui, pour moi, avait vraiment énormément de qualité pour s'imposer au niveau après Benfica. Mais je ne m'attendais pas à avoir une si grande montée de niveau, pardon. Et je dois dire que je suis agréablement surpris, parce qu'il y a beaucoup de points faibles où il a progressé. Il y a beaucoup même au niveau de la régularité, du niveau imposé en première ligue. Je m'attendais pas à voir ça. Je savais que c'était un homme aussi qui pouvait être très très bon dans les gros matchs, mais je m'attendais pas qu'il ait aussi rapidement, parce que vraiment il a quoi, il a 1 an et demi, même pas, de maison. Enfin non, ouais si, 1 an et 2-3 mois, parce qu'il part en octobre.
Et il fait pour moi une saison mais incroyable. Là il est moins bon, mais finalement tout en étant bon, parce que je pense que c'est difficile d'être de nouveau encore à ce niveau. Mais c'est ce qu'il doit pour moi aller chercher. C'est son objectif maintenant sur le long terme, c'est répéter ce genre de performance, parce que c'est très très rare de voir un joueur s'imposer comme ça dans une équipe de première ligne en venant directement de Ligue 1 et finalement d'être une référence à son poste immédiatement, même si ça lui a valu, d'après le classement du Ballon d'Or, d'être quand même pas parmi les meilleurs défenseurs centraux. Enfin, il y en a quand même 3 qui passent devant lui, donc c'est quand même assez énorme. Et oui, comme tu l'as dit, d'être le meilleur joueur d'Angleterre, ce qui est oufissime. Même s'il y a eu quelques absents, mais il fallait être là, même dans son club, parce que dans son club il y a quand même des gros noms. Et il l'a fait. Et franchement, chapeau, capitaine de City. Donc le leadership est présent. Pas assez bon pour être capitaine à Benfica, malheureusement, mais ça c'est un autre sujet. Mais non, vraiment épatant. Et je suis très 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 heureux pour lui et très fier, parce que c'est pour moi un modèle qui doit se répéter au Portugal, parce qu'il fait pour l'instant une superbe carrière. Et je pense qu'il n'est pas allé chercher cette Ligue des Champions, mais il ira la chercher dans sa carrière, parce qu'il a tout pour. Et voilà, ça pour moi ça peut être également le prochain capitaine de la sélection, soit Lille soit BF. Je dormirai sur mes 2 oreilles. Il y en a un qui est plus performant quand même que l'autre, hein. Pas se le cacher. C'est mon petit Non, pic. quelle adaptation. Les garçons arrivent. City avait pris 5 buts contre Leicester. Il arrive et il consolide toute cette défense. Il rassure tout le monde. C'est le patron au bout du premier match. Tu sens qu'il parle avec tout le monde. Il arrange tous ses coéquipiers. Non, c'est juste trop fort. Tu sentais que il y avait forcément un leadership pour lui. On l'avait vu à Benfica, mais que ça s'adaptait aussi rapidement à l'APL. Personne ne pouvait l'imaginer, surtout sur ses défauts, parce qu'on sentait quand même que c'était un joueur qui pouvait péter des câbles à tout moment, qui pouvait faire des fautes assez bêtes, qui était dur sur l'homme. Et au final, il arrive en première ligue où c'est un championnat rugueux. Et au final, le garçon est posé et mature, et il pète pas un seul plomb, il fait pas une seule faute de travers. Donc tu te dis, le mec a déjà progressé là-dessus, alors qu'il a à peine 23 ans. Ensuite, tu te dis, vas-y, avec Pep Guardiola, ça va être dur, parce que tu sais qu'avec cet entraîneur-là, il faut avoir une qualité de relance assez exceptionnelle, et lui, il a un peu de mal techniquement, même s'il a progressé avec Benfica, notamment avec Gonolage, mais tu sens que tu te dis, vas-y, bon, ça peut être dur sur ce point-là, et au final, pas du tout. Il a progressé à une vitesse incroyable. Tu sens qu'il trouve des passes qu'il ne trouvait pas auparavant, il conduit la balle, il ne conduisait pas autant la balle avant. Enfin, c'est des petits points où tu sens qu'il progresse énormément, et à une vitesse folle, quoi. C'est normalement un défenseur arrive à son prime à je sais pas moi, 27, 28, même plus tard. On a pris l'exemple de Fonte qui a 39 ans, et à son prime, lui, non, il en a que 23, et ça sera forcément l'un des meilleurs défenseurs de notre histoire au Portugal. Donc voilà, on a de la chance de l'avoir. Merci, et voilà, même si pour cette fin d'année 2021 il était un peu plus en difficulté, ça reste d'un très très bon niveau. Et maintenant, le problème, c'est qu'il a mis la barre tellement haute que Surtout dès qu'il ça. sera un peu moins bon, forcément, ça sera souligné. Mais voilà, c'est un futur grand défenseur. C'est déjà un très grand défenseur. Le meilleur défenseur du monde pour moi sur la saison 2020-2021. Et cette place au Ballon d'Or est tout simplement honteuse. Et j'espère que ça continuera ainsi pour lui et pour notre pays. Oui, un joueur, on en a parlé un peu avec nos espoirs, mais de nos premiers espoirs, mais finalement qui s'est aussi un peu révélé un peu plus tard, hein. Il commence à Benfica, il me semble, à 19 ans, dans l'année de ses 20 ans, Dani, si je ne me trompe pas, 2017. Donc voilà, je me souviens des propos de Rangnick qui disait que 80% des meilleurs joueurs du monde commencent en pro à 17 ans. Alors c'est vrai que lui avait commencé en équipe B un peu plus jeune, mais c'est vrai que c'est pas finalement un exemple de précocité, et malgré tout ça fonctionne, ça fonctionne. Encore, on commence parce que si ma mémoire est bonne, c'est contre Boavista, et parce que Jardel ou Luisan se pète, un truc comme ça. Ah oui, t'as 2-3 blessures sur le match. Il commence la saison en B, il me semble. Il fait partie de la rotation. En gros, c'est un des joueurs qui peut monter et fait partie du groupe. Il en faisait partie, mais il jouait pas parce qu'il y avait la charnière magnifique Jardel et Lisao. Et du coup, contre Boavista, il fait sa première, et depuis, il ne bouge plus. Ouais, voilà, cette Coupe du Monde U20 2017. Où Shada c'était un joueur extraordinaire, ça a bien changé ça. Non, sur Ruben Dias, voilà, je trouve que c'est quand même un bel exemple de pas mal de choses. Premièrement, de
du joueur. En fait, la différence entre, comme on a fait avec Nuno Mendes, entre peut-être le meilleur joueur de l'équipe, les meilleurs joueurs de l'équipe et les joueurs les plus importants de l'équipe. Et Ruben Dias, du côté de City, ça a été un peu ça. Ce sont moi toujours, hein, mais je trouve que c'est le joueur qui a vraiment qui a changé les choses du côté de City, parce que City sortait pas d'une saison extraordinaire. Ils avaient été battus pour le titre face à Liverpool une année avant. Tu sentais les problèmes dans la transition défensive, tu sentais les problèmes à défendre les grands espaces, que ce soit des défenseurs qui avaient là auparavant, notamment un certain Nicolas Otamendi. Donc voilà, c'était vraiment un manque que Liverpool, par exemple, quelques années auparavant, avait quand même très bien réglé avec Van Dijk. Et ça, l'importance qu'elle a eu dans ce City, je le fais quand même quelques parallèles avec Van Dijk quand il arrive à Liverpool, c'est ce changement de visage, c'est-à-dire une équipe qui aujourd'hui avait plus peur de perdre la balle, plus peur de jouer son jeu finalement, parce que derrière, défensivement, c'était beaucoup plus solide, et c'était aussi beaucoup plus solide de mon point de vue, parce que Ruben Dias était arrivé dans cette équipe-là avec une adaptation fulgurante, aussi parce que le joueur était peut-être bien ciblé par la part des dirigeants de City pour être ce défenseur qui pouvait changer les choses défensivement. Donc voilà, ça reste un joueur qui est très bon avec ballon, enfin qui est devenu très bon avec ballon, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on voit revenir chez les jeunes à Benfica, c'est pas la qualité qui nous saute aux yeux en premier lieu, loin de là. Mais c'est un joueur qui, pour moi, son jeu finalement sans ballon, ses interventions en entrant sur le terrain pour récupérer le ballon très rapidement, sa gestion des moments parfois très critiques, sa gestion des grands espaces. Et il y a un match, je pense qu'Alex me contredira pas, sur le match aller face au PSG, notamment, où il fait quand même un match assez fou dans ces situations, qui était parfois avec quand même le meilleur joueur du monde dans la profondeur derrière lui, et il a quand même sacrément bien géré la chose, notamment en deuxième période. Donc voilà, c'est des joueurs qui finalement, par leur qualité sans ballon, font du bien à toute une équipe, mais dans le jeu offensif, parce que tu as moins peur de perdre la balle, tu te exprimes mieux, et c'est ce que fait City finalement depuis plus d'un an, depuis son arrivée. Il joue un football quand même d'une qualité hors norme, et ça passe aussi par tous ces moments, pas que les moments avec ballon, mais aussi ces moments sans ballon, et Ruben Dias fait quand même a fait un bien fou, et a vraiment apporté cette assurance pour pouvoir en fait transmettre une sacrée confiance à cette équipe City. Bien sûr qu'il y a un collectif énorme autour, mais ça a été une pièce pour moi qui est un peu plus importante que les autres, et si on l'enlève, je trouve que la performance au sein de cette ligne défensive baissera un peu plus, beaucoup plus même, que si on enlève même un Bernardo Silva, même un De Bruyne, même un Mahrez à ce City là. Et t'as quand même des remplaçants derrière qui peuvent quand même et collectivement quand même faire en sorte que la performance ne bouge pas trop. Sans Ruben Dias, même encore cette année, même si c'est vrai que la barre est tellement haute que quand il est un peu moins bien, on s'en rend compte, mais même cette année encore, je trouve que s'il n'est pas là, ce City-là peut avoir des problèmes. On le voit face à Leicester notamment, où il est là, mais c'est une équipe qui peut avoir encore des feuilles encore dans ces moments de contre-attaque adverse, et d'avoir pris cette but face à Leicester lors du Boxing Day, c'était assez révélateur. Et c'est aussi un joueur, et c'est un truc que j'ai envie de dire sur Ruben Dias, c'est que c'est quand même quand on aime le foot, mais quand on aime tous les trois d'ailleurs le foot de formation, ce qu'on aime, c'est le développement du joueur, c'est le développement, la progression des joueurs. C'est même quelque chose pour un entraîneur même qui est peut-être le plus gratifiant, c'est de voir un joueur progresser. Quand on dit qu'un tel a progressé avec tel entraîneur, c'est vraiment limite parfois aussi important qu'un titre, et on en a parlé avec Ruben Amorim tout à l'heure. Et Ruben Dias, c'est ça, c'est quelque chose, voilà, comme on dit, qui n'était pas forcément précoce, et qui a progressé à la fois sur ses qualités et à la fois sur ses défauts, et tu sens qu'il y a eu un travail immense derrière, et parfois ne valoriser plus ces quelques erreurs dans le Manchester City de Guardiola, qui défend à 50 mètres de ses buts toute la saison, qui donc est encore plus propice à faire des erreurs, sachant que tu es défenseur central, et ne pas valoriser tout le parcours de ce garçon sur ces 4 dernières saisons, ces 4 dernières années, dans sa progression, parfois même pas non plus avec les meilleurs entraîneurs du monde, mais pourtant il a continué à progresser, et ne plus valoriser certaines erreurs ou certaines choses par rapport à cette évolution. Je trouve ça assez minable, je tenais à le dire. Et voilà, et donc voilà, c'est sur ces erreurs, oui, des défenseurs centraux qui font pas d'erreurs, j'en connais pas beaucoup. Il en fait moins que les autres, et il est plus propice finalement à en faire, vu l'idée de jeu de son entraîneur actuel, et même à Benfica, parce que Benfica aussi au Portugal défend 80% de ses matchs avec une ligne à 50 mètres de ses buts. Donc voilà, merci Ruben Dias pour montrer aussi que ce côté de progression chez les joueurs, c'est une des choses les plus merveilleuses.
Et puis voilà, notre numéro 1. Et puis, moi, je voulais compléter un truc, Mathieu, c'est qu'en fait, la saison dernière, en fait, à chaque fois, il relève des défis que tu penses qu'il peut pas relever, en fait. C'est là où c'est fort. Il affronte Kane, tu te dis, il va galérer, le jeu au but de Kane, il va être trop dur, il va pas réussir, et il le met dans sa poche. Il affronte Mbappé, on se dit, oh putain, ça va être dur, la vitesse d'Mbappé, il va le manger. Et Mbappé a jamais autant souffert que face à Ruben Dias. En fait, t'as l'impression que tu lui imposes n'importe quel défi, il va répondre présent, parce que c'est un joueur qui a un peu la mentalité de Ronaldo, de Bruno Fernandes. C'est des joueurs qui ont faim de réussir, qui ont faim de progresser sans cesse. Et tu le vois dans son travail, j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus de muscles, qu'il s'affinit de plus en plus. Et voilà, et comme tu l'as dit, il progresse balle au pied, il progresse dans tout ce qu'il faut progresser. Et il a que 23 ans ou 24 maintenant, je sais plus. Mais c'est juste énorme quoi, de faire ce genre de performance pour une première saison en première ligue et en Ligue des Champions dans une équipe qui postule à la gagner. C'est juste fou. Et il serait pas portugais, je pense qu'on aurait parlé un peu plus souvent. Je pense que sa nationalité, bon, j'ai pas envie de faire la victime ici, mais je trouve que ça le joue des tours aussi parce que il a rien envie à la première saison de Van Dijk pour moi et je trouve qu'on l'a pas mis ça en avant et son classement au Ballon d'Or le reflète d'ailleurs et c'est dommage parce que vraiment sa saison est exceptionnelle. Ça et sa com. Ce qui fait ça au bout d'un moment, c'est juste la com. Il commence un peu à le comprendre, mais je pense qu'il faut qu'il en joue encore plus. Là, ça devient progressivement le capitaine de City et je pense que ça sera vite gommé. Forcément, avec le temps, ça va devenir une référence et il y aura même, je pense, une rivalité entre les deux qui va s'installer naturellement, qui sera faite par les médias et ça sera que bénéfique pour lui, je pense. Eh ben, merci messieurs. Ouais, Mathieu, tu t'entends pas? C'est bon? Oui, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. C'est bon. Tu reçois 5 sur 5. 5 sur 5, c'est la fin de l'émission, hein, parce qu'on a fait tous nos lauréats. Donc voilà, pour rappeler, premier Ruben Dias pour le meilleur joueur, succède à Bruno Fernandes. Deuxième, meilleur entraîneur, Ruben Amorim, qui succède donc à Luis Castro, qui avait remporté le titre la semaine dernière des Golasso Awards. Et pour notre nouveau trophée, c'est Nuno Mendes qui a remporté le titre de meilleur jeune, de meilleur U21 cette année. Les garçons, merci Dany, parce que tu as pris un peu plus de temps étant donné que tu dois partir, mais merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on dit d'habitude, parce que ça fait longtemps qu'on fait plus ce genre de choses. On dit de nous suivre sur tous les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, de partager l'épisode, de partager notre chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu, de commenter et voilà, on est toujours sur Twitter nous trois et toute l'équipe pour pouvoir débattre. On rappelle le Discord de Dany, le Discord de l'émission avec la partie Benfica qui est intéressante à suivre ces derniers jours, donc je vous invite à aller voir ça si vous supportez le club de la capitale. Et nous on se dit à la prochaine les garçons, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Et ciao. Ciao. À la prochaine. Salut.